Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo mercato parfait du Paris Saint-Germain, sûrement la vidéo que je préfère réaliser sur l'ensemble de la saison, bien que cette année il est assez compliqué à faire parce que la saison du PSG est littéralement quasiment parfaite hormis la Coupe du Monde des clubs, mais pour moi c'était plus un trophée qui venait vraiment comme la cerise sur le gâteau, sinon à part ça on a tout gagné sur le plan national et on a surtout ramené la première Ligue des Champions de l'histoire du club, donc étant donné la saison, tu peux te dire que c'est compliqué de faire un mercato dit parfait, même si pour moi il y a pas mal de choses à changer, surtout sur le banc. La profondeur d'effectif du PSG est vraiment ce que j'ai visé lors de ce mercato. Mais avant tout, petit disclaimer, parce que j'ai eu des commentaires sur TikTok, sur Instagram. J'ai déjà fait 2-3 vidéos où je donnais quelques pistes que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain. Et il y avait le fameux message, oui, mais qu'est-ce qu'il va venir faire sur le banc, mes trucs. D'ailleurs, branchez-vous sur TikTok et Instagram. On est 20 000 sur TikTok et presque 1K sur Insta. Mais donc, ouais, pourquoi tu ramènes des joueurs comme ça? Pourquoi tous les clubs ont le droit d'avoir des titulaires sur le banc, en tout cas des joueurs à niveau titulaire. Et nous au PSG, on doit se contenter d'un 11 type avec des joueurs médiocres sur le banc, des joueurs qui n'ont pas le top niveau européen, qui font l'affaire en Ligue 1 et encore pour certains c'est compliqué, mais qui font l'affaire en Ligue 1 et en Ligue des Champions tu sens clairement les limites. Cette saison, la Coupe du Monde des clubs, surtout la finale, nous a clairement montré que l'effectif avait besoin de profondeur, d'autant plus que bon cette saison c'était un peu spécial, il y avait presque 70 matchs, mais pour moi il faut recruter sur le banc, il faut recruter des joueurs de qualité, des joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire, sans pour autant chambouler le 11 qui est déjà en place, parce que ça sert à rien, mais il faut apporter de la concurrence et de la profondeur de qualité. Donc je pense une fois que j'ai dit tout ça, je peux commencer à vous expliquer comment j'ai fait. Bon, premièrement, j'ai dégraissé, ce qui est normal. Pour moi, il y a 2-3 joueurs qui méritent de partir et qui n'ont pas le niveau, ou en tout cas, qui ne répondent pas aux attentes qu'ils ont au niveau salarial, au niveau du statut qu'ils ont dans le club. Donc ça, obligé de les faire partir. Et également, ramener des joueurs plutôt jeunes qui ont encore une grosse marge de progression et qui viendront justement apporter une vraie plus-value dans la rotation et qui viendront pas faire tâche si demain ils sont titulaires. On va commencer sans plus tarder par la défense. Déjà, petit deuxième disclaimer, Donnarumma, pour moi je compte comme s'il avait prolongé, donc il n'y a pas de vente, mais en cas de non-prolongation, pour moi il doit partir cet été sans discussion, parce que tu peux pas le laisser partir libre l'été prochain. Et du coup au niveau des ventes, on va commencer donc au poste de gardien avec Arnaud Tenas pour 3 millions d'euros, c'est la valeur à laquelle il est estimé, il est en fin de contrat l'été prochain et en plus on est parti chercher un jeune du côté de l'AS Roma, j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est un mec de 19 ans qui viendra, je pense, en tant que troisième gardien. Au poste de défenseur central, pour moi, Skriniar, c'est pas pour moi, il va partir dans tous les cas parce que c'est ce qui est annoncé actuellement. Pour 5 millions d'euros, j'ai mis. Et pour Lucas Hernandez, je préconise aussi un départ parce qu'il a l'un des plus gros salaires du club. Il a un salaire équivalent à celui d'Hakimi. C'est un joueur qui va sur ses 30 ans. C'est un joueur qui s'est fait 2 fois les croisés. Et c'est un joueur qui, lorsqu'il est titulaire, il n'apporte pas grande satisfaction. Et tu te demandes un petit peu pourquoi il a ce statut, surtout ce salaire au PSG, parce que clairement, il mérite pas. Et là, pour l'instant, on paye plus le nom Lucas Hernandez que vraiment les prestations qu'il fournit sur le terrain. C'est pourquoi je le vends à 25 millions d'euros. Pour moi, c'est un joueur qui doit être liquidé pour justement commencer à préparer l'avenir, parce que c'est plus trop un joueur d'avenir, Lucas Hernandez. Et je me dis pourquoi pas, peut-être qu'il irait rejoindre son frère en Arabie Saoudite, ou dans tous les cas, je pense qu'il pourrait dépanner dans un club peut-être un peu moins gros que le Paris Saint-Germain. Mais il y a de quoi faire. Et enfin, ma dernière vente en tant que défenseur central slash latéral droit, parce qu'il dépanne surtout à droite, c'est Mukiele qui reviendra de près. Pour moi, ça part pour 10 millions d'euros. Pas besoin de m'expliquer plus que ça. Il y en a beaucoup qui me diraient oui, et Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe, pour moi, il a quand même un statut assez particulier. Titi parisien. Le club lui a fait une faveur en le prolongeant il y a de ça 1 an ou 2. On sait que Kimpembe, pour le haut niveau, quasiment fini, il faut dire la vérité. Je me dis soit le PSG va l'envoyer au Qatar cet été. Du coup, il y aura une petite indemnité de transfert. Soit il est en fin de contrat l'été prochain. Et pareil, il signera libre dans une destination un petit peu exotique. Mais Kimpembe, même s'il a un salaire plus ou moins important, pour le statut et pour ce qu'il représente pour les jeunes du centre et tout ça, je me dis que lui faire une dernière année de contrat, c'est pas comme pour un Lucas Hernandez. C'est dans tous les cas, cette saison, Kimpembe était un petit peu plus là pour le vestiaire, un peu, on va dire, que vraiment pour être un joueur du Paris Saint-Germain. Et enfin, il y a un dernier joueur, Beraldo. Il y a une petite rumeur qui est sortie comme quoi il demanderait un départ. J'en ai déjà fait une vidéo sur TikTok. Pour moi, Beraldo, j'ai du mal à le voir s'imposer sur la durée au Paris Saint-Germain. Je suis pas forcément satisfait de ses prestations, mais pour moi, ça reste un bon joueur quand même. C'est pas un mauvais joueur. Il a des très belles qualités balle au pied. Maintenant, dans les duels, c'est vrai que ça reste compliqué la plupart du temps. Et c'est pourquoi je me dis que Beraldo, c'est vraiment un mec qui est entre la vente et on garde. Parce que ça me dérange pas de le garder. Je pense qu'en Ligue 1, il fait le taf plutôt. Mais c'est vrai que s'il y a une vente, une bonne proposition, pour moi, c'est un joueur que ça me dérangerait pas trop de le vendre. Donc si on comptabilise les ventes, sans comptabiliser bien sûr Beraldo et Kimpembe, on est sur une économie de la masse salariale de 52,5 millions d'euros bruts. C'est énorme. C'est vraiment énorme.
et c'est quasiment que des joueurs indésirables. Et en prenant en compte les transferts, on est à 43 millions d'euros. Qui dit départ dit forcément arrivée. Pour moi, il faut déjà recruter un backup de Marquinhos, un central droitier, parce qu'on n'en a pas au club. La rumeur qui revient avec insistance et pour laquelle je suis totalement d'accord, c'est Zabarni. On parle d'environ 70 millions d'euros. Mais pour moi, si Zabarni se fait pas, parce qu'on sent que ça coince un peu entre le Paris Saint-Germain et le club anglais, j'ai une solution de backup et c'est même avant que la rumeur Zabarni arrive. Il y avait beaucoup pendant un moment la rumeur Konaté et moi je disais déjà à l'époque que je voulais Upamecano Paris Saint-Germain. Upamecano, il a une qualité balle au pied qui est totalement dingue et qui est sous-coté, je trouve même. Et c'est un joueur qui pourrait vraiment remplacer Marquinhos même sur le moyen long terme, parce que Marquinhos il lui reste pas 10 ans de carrière, je pense, après on sait pas. Mais Upamecano il est en fin de contrat l'année prochaine, c'est un Français, même dans les duels il est très solide, même si on a déjà vu 2-3 images de lui se faire terminer, mais bon, ça reste un jeune défenseur, je crois qu'il a 26-27 ans, c'est assez jeune. Un an de contrat, il est estimé à 50 millions d'euros. Pour moi, pour 45 millions d'euros, si Zabarni se fait pas, faut aller sur Upamecano, même si je sais qu'il y a à peu près un mois et demi, je suis parti voir, il y avait des rumeurs comme quoi le joueur serait pas contre une prolongation au Bayern et que même les discussions auraient commencé. Après, on sait jamais, avec Paris, ça peut aller très vite. Donc voilà, première option, Zabarni, ce qui logiquement devrait se faire. Et deuxième option, qui n'est pas un plan B, qui pourrait même être un plan A, c'est tout simplement Upamecano, comme je l'ai dit, pour environ 45 millions d'euros. Une fois qu'on a le backup de Marquinhos, pour moi, il faut aller voir du côté du backup de Pacho. Parce que Beraldo, maintenant qu'on a le backup de Marquinhos, pour moi, il faut le backup de Pacho. Bien qu'on ait Beraldo dans le haut club, mais pour moi, Beraldo, certes, il peut dépanner en tant que central gauche, pardon. On l'a déjà vu également au poste de latéral gauche. Et on a surtout vu qu'il fallait plus le revoir au poste de latéral gauche parce que les prestations qu'il a sorties à chaque fois à ce poste-là sont littéralement catastrophiques. Donc, j'ai décidé d'aller chercher un joueur que j'avais déjà mis lors de mon dernier mercato parfait du Paris Saint-Germain l'été dernier. Et c'est un joueur qui peut jouer central gauche. Il l'a déjà fait toute la saison dernière. Et c'est un joueur qui peut jouer latéral gauche, piston gauche. Et c'est ce qu'il a fait toute cette saison. C'est tout simplement Jorel Ato. La pépite de l'Ajax, seulement 19 ans. Pour moi, il viendrait littéralement remplacer à la perfection Lucas Hernandez parce que tu remplaces un mec qui est quasiment trentenaire par un jeune de 19 ans, par un mec qui peut faire la même chose que lui, à savoir jouer sur le flanc gauche, mais également jouer en tant qu'axial gauche. C'est un joueur qui pourrait donc permettre à Nuno Mendes de souffler tout en... C'est pas le même profil, mais tu perds pas non plus de la qualité de fou. C'est pas comme lorsque tu as Beraldo et qui peut permettre à Pacho de souffler même lors des grands matchs, à savoir en Ligue des Champions quoi, parce que Jorel Ato, je crois vraiment beaucoup à son potentiel. Après, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il est pisté par pas mal de clubs en Première Ligue. Ça parlait d'Arsenal, ça parlait de Liverpool, ça parlait pendant un moment du Real Madrid, mais bon, vu qu'ils ont fait Hussein, je pense que c'est fini. Donc j'irai seulement sur 2 recrues en défense et je vais m'expliquer pourquoi j'ai pas de backup d'Hakimi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire mal à la tête. En vrai, je comprends, mais pour moi, c'est simple. Hakimi, ce qu'il est en train de proposer actuellement au poste de latéral droit, personne ne peut le faire au poste de latéral droit actuellement dans le monde. En tout cas, pas une recrue qui est possible à faire pour le PSG. Il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais si on recrute un latéral droit, c'est justement juste pour faire souffler Hakimi, même s'il est pas très bon. Les mecs. Je connais la commu parisienne. On va aller chercher un latéral droit pour une vingtaine, une trentaine de millions d'euros, qui sera justement un backup d'Hakimi. Il va enchaîner 3-4 mauvais matchs, il va se faire exterminer et on va crier au flop. Je connais cette commu. Ça fait presque, même si je suis pas très actif, mais ça fait quasiment 2 ans que je suis sur les réseaux, donc je vois un petit peu comment ça marche. Ça fait pas encore 2 ans, mais presque. Pour moi, si c'est vraiment dans le cadre de faire juste souffler Hakimi, on part du principe qu'Hakimi aussi ne s'est pas blessé depuis 2022 et c'était une blessure mineure. Donc ça reste un joueur qui est très fiable et je me dis que s'il est encore bien géré par le staff comme ils l'ont fait cette saison, même si la blessure peut toujours arriver, tout ça, je suis d'accord avec vous, mais ça reste quand même une option qui n'est pas arrivé depuis quasiment 3 ans. Donc joueur fiable plus staff médical fiable, je me dis que si c'est que pour le faire souffler, genre en Coupe de France, match de Ligue 1, t'as déjà gagné, tu le fais sortir à la 60e ou quoi, même un match où vraiment c'est une équipe qui est beaucoup plus faible que toi et tu fais tourner avant un match de LDC ou quoi, pour moi, même si c'est du gâchis, je vous comprends. Je dis pas que c'est mon option prioritaire tout ça, mais pour moi, autant faire jouer un Zaïre Emery à droite ou un João Neves à droite, si c'est juste pour le faire souffler. Et je sais qu'on va me dire oui, mais si on ramène un latéral droit, on va pas lui demander de faire les mêmes choses qu'Hakimi. Vous mentez. Vous êtes des menteurs. C'est la vérité. Parce que quand il va commencer à faire 2-3 perfs bizarres, la preuve avec Beraldo, oui, mais c'est juste pour faire souffler Nuno Mendes. Beraldo ne peut pas faire ce que Nuno Mendes fait. C'est totalement différent. Les matchs de Beraldo au poste de latéral gauche, c'est ses pires matchs au club. Donc pour moi, on a vu que Zaïre Emery pouvait dépanner, que ce soit sous Galtier, que ce soit sous Luis Enrique, on l'a vu de temps en temps, il peut dépanner en tant que latéral droit. Zaïre Emery, il faut qu'on dise la vérité aussi, au poste de milieu de terrain, il est clairement passé au second plan parce que il affiche pas des performances dignes de Zaïre Emery, en tout cas sur cette saison dernière là. Donc si on part du principe
qu'il est moins bon actuellement, je dis bien actuellement, que nos milieux de terrain, pour moi, pour avoir du temps de jeu, hormis du coup les rentrées 2-3 fois comme ça en fin de match au poste de milieu de terrain, au poste de latéral droit, il peut en avoir beaucoup. Et surtout que le poste de latéral droit au Paris Saint-Germain, tu joues aussi milieu de terrain, il faut voir le placement de Hakimi, souvent il est dans le cœur du jeu, souvent il monte très haut, des fois tu le vois même en tant que 9, c'est déjà arrivé des séquences de jeu, on voit Hakimi positionné en tant que numéro 9, donc c'est pour que le faire souffler, pour moi autant aller faire dépanner avec un João Neves, un Zaïre Emery, et aussi, chose très importante, du côté du centre de formation, on a un joueur très prometteur, David Boly, c'est un 2009, il est très jeune, mais c'est un joueur avec un très gros potentiel, donc pour moi, si on ramène à latéral droit, justement, le peu de temps de jeu qu'il aurait pu grappiller en Coupe de France ou en match de Ligue 1, c'est quasiment cuit parce que tu le bouges totalement toute perspective d'évolution au PSG. Donc une fois le point sur Hakimi refermé, encore une fois, je comprendrai si des gens ne sont pas d'accord. Mais bon, c'est mon choix. On va passer donc au milieu de terrain. Le milieu de terrain, pareil, c'est un assez gros chantier au niveau des départs. Pour moi, le premier départ qui est logique, c'est Moscardo. C'est un joueur en qui je croyais cette saison, en tout cas en Coupe du Monde des clubs, je me suis dit qu'il allait pouvoir gratter du temps de jeu. Là, je crois que même la pré-saison, il va pas la faire parce que de ce que j'ai vu, il y a déjà des rumeurs comme quoi son contrat à Braga est quasiment signé pour un prêt la saison prochaine. Braga, ça reste un bon championnat portugais, il va prendre ses marques là-bas. Mais je ne mens pas, plus on avance, plus je me dis qu'il y a moyen que Beraldo en fait ne s'impose pas au PSG, même si tout est possible. Il est jeune, c'est un 2005, mais bon, un prêt raté à Reims, même s'il a eu beaucoup de problèmes physiques. Une arrivée déjà un peu bizarre au PSG avec son problème à la cheville ou au pied, je sais plus exactement. J'aurais bien aimé le mettre à l'Olympique Lyonnais. On sait qu'ils sont dans une situation très délicate au niveau financier. Et avoir Moscardo en prêt, justement, on le verra en Ligue 1. Du coup, déjà, pour le PSG, c'est beaucoup plus simple pour nous, suiveurs de la Ligue 1, de le suivre. Du coup, il s'adaptera vraiment au championnat, chose qu'il n'a pas pu faire du côté de Reims. Et surtout, au vu des potentiels départs qu'il y aura à Lyon, c'est un joueur qui aura du temps de jeu. Mais bon, ça part pour Braga. Carlos Soler, pareil, pas besoin de trop m'attarder dessus. Il estime à 18 millions d'euros. Moi, je le vends pour une quinzaine de millions d'euros. Renato Sanchez, pareil, là, des fois, la commu parisienne me fait peur parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le revoir au PSG. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai vu l'information comme quoi le staff de Benfica aurait trouvé pourquoi il se blesse autant. C'est dû à un manque de collagène. Les gars, Renato Sanchez, la dernière fois qu'il était très très fort, c'était à Lille. Ça remonte déjà il y a 3 ans. Et la dernière fois qu'il a choqué le monde entier, c'était lors de l'Euro 2016. Si je dis pas de conneries, c'était 2016 ou 2007 ? Je crois que c'était 2016. Donc ça remonte il y a très très longtemps. Et vu comment le milieu du PSG tourne, vu comment c'est une équipe qui demande physiquement Renato Sanchez, ça part. En fait, je sais même pas pourquoi il y a un débat, je vous dis la vérité. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais j'y crois totalement pas du tout. Donc Renato, il estime à 3 millions d'euros. Je crois qu'il lui reste 2 ou 3 années de contrat. Ça part pour 3 millions. Asensio, tout comme Skriniar, il a annoncé sur le départ. On parle entre 10 et 15 millions d'euros. Je le fais partir pour 15 millions parce que Skriniar, j'ai mis 5. Et de ce que j'ai vu, les deux joueurs devraient partir pour 20 millions d'euros. Asensio, Skriniar compris. Donc vas-y, je mets 15 et au pire, on sera sur les 20 au total. Donc au niveau des salaires, tout ce qu'on a économisé sur le milieu de terrain, on est à 25,8 millions d'euros bruts environ. Et au niveau des ventes, on est sur 33 millions d'euros. Maintenant, je vais vous dire comment je vois le milieu de terrain. Pour moi, on a le milieu qui sera inamovible, Ruiz, Vitinha et João Neves. On a un Ruiz qui arrive gentiment sur la trentaine, mais qui est encore très très fiable physiquement, on l'a vu cette saison. C'est pourquoi là, je ne veux pas tout dire, hein. Entre un Ruiz à 30 ans et un Lucas Hernandez à 30 ans, c'est totalement différent. Vitinha, il est inamovible et João Neves, il est inamovible. Mais le problème, c'est qu'on joue à 3 milieux de terrain. Et du coup, là, à l'heure actuelle, on a seulement que 2 backups, à savoir Zaïre Emery et Seny Mayulu. Pour moi, il faut au moins un 3e joueur, histoire d'avoir 6 joueurs pour 3 postes. Donc grosso modo, tu as un backup par poste. Et pour moi, il faut un profil assez différent de ce qu'on a déjà au club actuellement. Et j'ai un seul joueur, moi, que j'aimerais recruter. C'est la seule option d'ailleurs. Là, j'ai même pas de plan B ou quoi. C'est le seul joueur que je veux voir au Paris Saint-Germain. Il y aurait peut-être eu André Santos, mais j'y crois pas une seconde parce que j'ai du mal à voir Chelsea le laisser partir. Mais dans le cas où André Santos peut partir, là, dans ce cas, c'est un joueur qui pourrait être pas mal. Mais encore une fois, j'ai du mal à voir Chelsea le laisser partir. Par contre, Carlos Baleba, il lui reste 3 ans de contrat. Il est estimé à 40 millions d'euros. Ça va être compliqué parce qu'il y a pas mal de clubs de PL sur lui. Encore une fois, les Liverpool et tout ça. Je pense que si transfert il y a, c'est entre 60 et 70 millions d'euros. Et pour le coup, on est sur un joueur qu'on n'a pas vraiment ce profil-là au Paris Saint-Germain. Parce qu'on est sur un joueur qui excelle dans les duels défensifs, qui est certes un petit peu moins bon, on va dire, en termes de création de jeu. Mais attention, c'est pas un joueur qui ne sait pas servir de ses pieds. C'est vraiment pas Ugarte. Parce que sur la vidéo que j'ai fait sur Baleba, on m'a dit oui, mais pourquoi ramener Baleba alors que tu avais Ugarte? Faut pas comparer Baleba. Brighton, j'ai pas vu tout leur match cette saison,
Mais je regarde la première ligue, Baleba et Ugarte, c'est pas le même football. C'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise balle au pied, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, c'est un joueur qui peut jouer 6, qui peut jouer 8. Pareil, j'ai également vu, ouais, on se rapproche de João Neves, je suis pas d'accord également. Ça reste assez différent. Pour moi, Baleba dans les duels, c'est beaucoup plus dur qu'un João Neves. C'est un profil qu'on n'a pas actuellement au PSG. Et justement, c'est un profil qui se rapproche un peu de ce qu'on a vu côté Caicedo à Chelsea. Donc voilà, au milieu de terrain, j'ai une seule recrue, Carlos Baleba. Le tout en prenant en compte le fait que Désiré Doué, on l'a déjà vu également jouer au milieu de terrain cette saison. Donc, en vrai de vrai, on a 7 joueurs pour 3 postes, même si Doué, ça reste une option bis. Et pourtant, pour moi, Doué, d'ici quelques années, c'est un joueur qu'on verra beaucoup plus dans le cœur du jeu qu'actuellement. On va passer à l'attaque, parce que là-bas aussi, il y a encore besoin de dégraisser. Pour ceux qui suivent sur TikTok et tout ça, vous savez que Kangini, moi, j'arrive pas. Je me suis déjà expliqué plusieurs fois. Pour moi, c'est un joueur qui est beau à avoir joué, qui a une belle gestuelle, mais qui ment. C'est un joueur qui ment avec son corps. C'est un joueur qui nous fait miroiter des choses alors qu'il fait pas grand chose sur le terrain. Il y en a beaucoup qui l'aiment, je sais pas pourquoi. Moi, c'est un joueur qui me fait pas kiffer, je vous dis la vérité, c'est purement subjectif et je le vois pas s'imposer au PSG. Et plus le temps avance, plus on a vu qu'il avait de moins en moins de temps de jeu sous Luis Enrique. Il estime à 25 millions d'euros, c'est un gars qui a quand même une bonne cote sur le marché. Pour moi, à 30 millions, il part. S'il vous plaît, ne venez pas me parler de sa vente de maillots, j'en ai strictement rien à cirer parce que ça aussi, quand je parle de ça sur TikTok, j'ai que des mecs experts en marketing qui vont venir me dire oui, mais ils vendent des maillots. Vous pensez que le Paris Saint-Germain, qui a eu des Neymar, des Mbappé, des Messi, qui a laissé partir des mecs comme ça, certes, c'était pas sur le marché asiatique, quoique Kylian sur le marché asiatique, il y a un monde où ça se tape avec Kangini. Vous pensez que le départ de Kangini va faire du mal, marketingment parlant, au Paris Saint-Germain, alors que t'as littéralement tout raflé cette saison, t'as le marché américain qui est en train de tomber amoureux de toi, enfin, faut arrêter les conneries, 2 minutes, on a eu des joueurs qui sont 10 fois plus médiatisés, qui vendent 10 fois plus de maillots que Kangini, donc ouais, ça c'est un argument pour moi qui vaut rien du tout. Pour 30 millions, Kangini, je vends. Gonzalo Ramos, en plus ça tombe bien parce qu'à l'heure où je tourne, j'ai vu une petite rumeur du côté de l'AC Milan qui en voudrait pour 30 millions d'euros à peu près, enfin qui voudrait l'acheter pour 30 millions. Il estime à 40 millions. Pour moi, ça barre pour 40 millions d'euros. On a compris que Luis Enrique ne veut pas de numéro 9 au Paris Saint-Germain, de numéro 9 pur. Ramos n'a malheureusement lui aussi pas su prendre les miettes qui lui ont été données, notamment en Coupe du Monde des clubs où je trouve qu'il a été très mauvais. Ça reste un bon joueur, juste il est clairement pas dans un contexte favorable à lui. Le coach ne joue pas dans un système de jeu qui le met en avant. Donc pour moi, ça part. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Je pense Kolo Muani, pareil, qui reviendra de prêt et qui repartira aussitôt. Il est estimé à 30 millions d'euros. Pareil, pour 40 millions d'euros, je vends. Pas besoin de trop m'expliquer dessus. Du coup, au niveau des salaires, on est sur une économie de 13,7 millions bruts. Au niveau des transferts, on est sur 110 millions d'euros de transferts. Maintenant, au niveau de l'attaque, il faut reprendre l'attaque qu'on a actuellement. À gauche, on a Gvara, Barcola, Doué qui peuvent jouer. En faux neuf, on a Doué, Barcola et Dembélé qui peuvent jouer aussi à ce poste-là, on les a vus tous les trois. Et à droite, on a Doué, Barcola qui peuvent également jouer, Dembélé qui peut également jouer et Gvara vraiment en cas de grosse pénurie qui peut également jouer à ce poste-là. Donc au niveau de l'attaque, quand même, on est bien fourni. Pourtant, selon moi, il manque un profil dans cette attaque-là, c'est qu'on a que des droitiers. Pour moi, il manque un gaucher. Et au niveau des profils du gaucher parfait pour le PSG, je pense que j'ai déjà séparé de ça, pareil sur TikTok et tout. Pour moi, Akliouche était un joueur parfait qui rentrerait parfaitement dans le système de Luis Enrique. Et pour le coup, Monaco, pour Akliouche justement, parce qu'un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est une équipe que j'ai beaucoup vu jouer cette saison. Et Akliouche, pour moi, il n'y a pas un monde où il ne s'incorpore pas dans le collectif du Paris Saint-Germain s'il vient. D'autant plus que c'est un joueur qui peut jouer au milieu de terrain, qui peut jouer sur l'aile droite et qui peut jouer en tant que faux neuf. Et le tout avec un pied gauche très soyeux et un QI foot que je trouve déjà qui est bien développé et qui ne fera que s'améliorer s'il vient au Paris Saint-Germain. Après, on sait que Monaco demande assez cher, donc Akliouche, j'ai mis, je crois, il estime à 45 millions d'euros, j'ai mis 60 millions. Pour moi, au-delà, ça commence à faire beaucoup. Et même 60 millions, c'est un peu cher payé, mais on a vu que les derniers transferts qu'on a fait au Paris Saint-Germain, qui viennent de la Ligue 1 et qu'on disait que c'est un peu cher payé, à savoir Barcola et Doué, bah on a vu les résultats au final. Et pour moi, Akliouche viendrait vraiment s'incorporer dans ce schéma de t'as un joueur assez prometteur en Ligue 1, tu vas le récupérer au PSG, peut-être que tu payes un peu plus cher à 10 ou 15 millions près, mais au final, t'as un mec qui va exploser dans ton effectif et qui sera une référence à son poste. Après, j'ai quand même mis des joueurs, un plan B et un plan C. Pour moi, le plan B, c'est Enzo Mio. J'en avais parlé, il avait déjà été annoncé du côté du PSG, je crois, vers décembre, janvier. J'en ai parlé dans mon mercato parfait de Manchester United. Pour moi, c'est un très bon joueur et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans plus de rumeurs que ça. C'est un joueur qui évolue à peu près sur les mêmes zones qu'Akliouche, mais ça reste un plan B pour moi. Et mon plan C, parce que là, on est sur un joueur assez différent, mais on est sur un joueur très fin techniquement, avec un très gros QI foot. C'est Charles De Ketelaere qui a
certes échoué à l'AC Milan, mais qui est en train de renaître du côté de l'Atalanta. Côté de l'Atalanta, on sait que c'est une équipe qui presse énormément, c'est une équipe qui court beaucoup, donc déjà au niveau du volume de jeu, côté Luis Enrique, il sera pas choqué. Il joue certes, en tout cas sur sa hitmap, on le voit beaucoup côté droit, mais c'est un joueur qui tire la charrette, il est extrêmement lent. Donc le voir en tant qu'ailier droit au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose que j'imagine pas du tout. Par contre, au poste de faux neuf, là, certes, il pourrait vraiment faire du bien, mais tu as déjà Dembélé. Donc voilà, si c'est pour vraiment venir prendre la place de faux neuf, alors que Dembélé est déjà à ce poste-là le meilleur joueur du monde, je ne vois pas trop l'intérêt, c'est pour ça que je l'ai mis en plan C. Et je me dis vraiment, si on n'arrive pas à faire la cliouche, si Enzo Mio ça se fait pas, et si Campos nous sort pas une piste de n'importe où qui joue, je sais pas, en Croatie ou autre, une pépite qui sort tout droit de FM, là pour le coup De Ketelaere ça pourrait être une bonne piste. Donc vous voyez que c'est un mercato quand même assez maigre, on va dire en termes de volume, mais pour le coup je trouve que c'est que des joueurs qui viendraient apporter une plus-value significative à l'effectif. C'est des joueurs qui peuvent prétendre à terme même à être titulaires au Paris Saint-Germain s'ils font mieux que les titulaires actuels. Et même s'ils viennent pas en tant que titulaires, c'est des mecs que lorsqu'ils viendront jouer, on verra pas une différence comme on voit cette année entre le 11 titulaire et les mecs sur le banc. Donc au niveau du total des achats, on est à 250 millions d'euros, un mercato à 250 millions d'euros au Paris Saint-Germain sur les derniers mercatos, c'est pas dingue. On est sur un total de vente à 186 millions d'euros et donc avec une balance négative de 64 millions d'euros. Mais d'un autre côté, tu as 92 millions d'euros de masse salariale brute qui ont été économisés, qui vont être certes réinjectés entre Akliouche, Baleba, Zabarni ou Upamecano ainsi que Jorelato, mais ça reste des mecs qui n'auront pas les salaires de Skriniar, qui n'auront pas les salaires d'Asensio, qui sont à 16 ou 15 millions d'euros bruts à l'année. Donc on va dire que les 64 millions d'euros de négatif, tu peux même un petit peu en rajouter parce que, enfin tu peux même en déduire un peu. On sera moins négatif que à 64 millions d'euros si le mercato est fait de cette manière. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que le fait que je ramène pas de latéral droit, il y en a beaucoup qui vont crier au scandale. Crier au scandale si vous voulez, mais moi jusqu'à aujourd'hui je maintiens ça parce que j'ai déjà débattu avec des potes à moi, j'ai débattu sur TikTok. Je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher un latéral droit si c'est pour qu'il fasse des performances exécrables et qu'au final on se retrouve finalement à mettre un João Neves ou un Zaire Emery qui au final sont vraiment latéral droit qu'en phase défensive, et lorsqu'on a le ballon, chose qui arrive 99% du temps, joue au poste de milieu de terrain comme on le voit avec Hakimi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, branchez-vous sur TikTok et Instagram, c'est tout en description et on s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.